Ok, vous m'entendez? Moi, je ne m'entends pas, donc s'il y a un souci avec le micro, il faut gueuler fort. Bien. Quelques précautions d'usage avant de commencer. Je ne suis pas climatologue, je suis géographe, donc j'ai qu'une demi-heure et je vais rester extrêmement général sur la demi-heure qui m'est dévouée pour présenter la problématique suivante, donc les causes du changement climatique. Donc pour les L1 qui m'ont eu ce premier semestre, je suis désolé, mais c'est un condensé de ce que vous avez eu au premier semestre. Il n'y aura rien de neuf par rapport à ce que je vous ai déjà dit. Et une fois n'est pas coutume, j'aime bien être un petit peu provoque pour commencer par une question qui aurait dû rester anodine, mais qui heureusement ne l'est pas restée. C'est la question suivante. Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays ? Question formulée par Emmanuel Macron lors de ses vœux aux Français en janvier 2023. Bon, cette question, elle n'est pas très intéressante. Le qui, on peut tous y répondre. Hein, le GIEC, plein de monde, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant à cette question, c'est peut-être le encore cet été dans notre pays. En gros, quoi, ça y est, on commence à ressentir les effets dans notre pays. Qui aurait pu prédire cela? Bien, donc ça m'intéresse un petit peu plus et je vais essayer de répondre un petit peu à cette seconde partie de question. Alors, ma présentation s'articule autour de 3 points. Premièrement, je vais faire un état initial, c'est-à-dire comment ça fonctionne le système Terre. Donc, avant de parler de réchauffement, comment fonctionne le système Terre? Comprendre déjà ça. Ensuite, on parlera des mécanismes du réchauffement. Et enfin, on terminera par quelques chiffres assez globaux. Donc, premièrement, description du système Terre. Alors, la Terre est sphérique. Donc si la Terre est sphérique, ça veut dire que lorsque le Soleil frappe l'équateur ou les pôles, la quantité d'énergie reçue par portion de surface n'est pas la même. D'accord, c'est quelque chose d'assez simple. Hein. 1 mètre carré de rayons solaires qui vont frapper l'équateur, ça va faire 1 mètre carré de soleil au sol. Mais 1 mètre carré de rayons solaires qui va frapper Oslo, ça va se répandre sur 2 mètres carrés au sol. Donc, conséquence, on a des zones sur Terre où on a un excès d'énergie solaire et des zones qui sont en déficit. Le second élément, c'est ce fameux trouble pression, température, humidité. Donc là, ça devient un tout petit peu technique. Il faut savoir qu'une particule d'air contient une certaine quantité de vapeur d'eau. Vapeur d'eau, ce n'est pas de l'eau sous forme de nuage, hein, c'est de l'eau qui est invisible. Cette quantité de vapeur d'eau que contient une particule d'air, elle varie. C'est-à-dire que quand cette particule d'air a une température basse, le seuil maximal de vapeur d'eau qu'elle peut contenir est basse. Quand cette particule d'air est chaude, le seuil maximal de vapeur d'eau que la particule d'air peut contenir est haute. Donc, moralité, quand vous avez une particule d'air qui se refroidit, la quantité maximale de vapeur d'eau qu'elle contient diminue et l'eau va se condenser. C'est ainsi qu'on va voir apparaître des courants atmosphériques à la surface du globe. Au niveau de l'équateur, vous avez les rayons du soleil qui frappent fort et donc l'air qui va s'échauffer, qui va s'élever. Cet air contient une grande quantité de vapeur d'eau qui, l'air s'élevant, l'air va se refroidir, la vapeur d'eau va condenser et il va pleuvoir. Moralité, au niveau de l'équateur, on a un climat qui est chaud, qui est humide. L'air ensuite rentre dans une circulation horizontale et va retomber froid et sec au niveau de 30 degrés de latitude, c'est-à-dire dans les ceintures désertiques. Cette cellule, on appelle ça la cellule de Hadley. Il y a à peu près la même qui se produit à environ 60 degrés, donc la cellule de Ferrel, et puis au niveau des pôles, la cellule polaire. Au niveau de la circulation océanique, c'est à peu près la même chose. Il y a également des mécanismes de redistribution de l'excédent énergétique perçu au niveau de l'équateur. On va avoir des courants chauds qui vont partir de l'équateur pour alimenter les pôles et des courants froids qui vont partir des pôles pour alimenter l'équateur. On a donc un système de redistribution du trop-plein d'énergie reçu à l'équateur et donc une sorte de rééquilibrage de cette énergie. Quand on affiche la carte de la végétation à la surface du globe,
Ce mécanisme est assez visible, hein. On voit bien au niveau de l'équateur qu'on est sur des milieux qui sont extrêmement denses en termes de végétation, hein, sur des climats, sur des biomes, des biomes qui sont très luxuriants en termes de végétation. On voit également au niveau de 30 degrés de latitude des déserts qui sont dus à la retombée d'air froid et sec. Je répète encore une fois, je suis extrêmement général et bien sûr que ces climats sont altérés par des effets locaux, je pense au relief, mais aussi au courant marin. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un système Terre avec des processus qui sont liés les uns aux autres, qui sont en interaction, des systèmes de cause à effet, des boucles de rétroaction. Donc, c'est ce qu'on appelle le système Terre, ce que je vous ai décrit de manière extrêmement générale. Avec 4 composantes, l'atmosphère, la biosphère, donc atmosphère, l'air, biosphère, le vivant, hydrosphère, l'eau, lithosphère, le sol et la géologie. Donc ces 4 boîtes sont interreliées les unes avec les autres. Au sein de ces boîtes, il y a d'autres éléments systémiques, si on va plus dans le détail, qui sont là aussi reliés les uns avec les autres. Tout ça pour conclure cette partie sur le système Terre, pour dire que si on touche à un élément, on dérègle tout. On va toucher à tout par des phénomènes de répercussion. Grand 2, les processus en œuvre. Donc là maintenant, je vais parler vraiment du réchauffement. Bon, premièrement, il faut dire que le climat a toujours fluctué sur Terre. Alors, on n'est capable que de regarder jusqu'à un peu plus de 520 000 ans en arrière, puisqu'on reconstitue les climats passés à travers les données des carottages glaciaires. On n'a pas de glace âgée de plus de 520 000 ans, donc on ne sait pas le climat qu'il y avait au-delà de 520 000 ans. Mais en attendant, on est capable de calculer le climat et de voir que ce climat il a évolué de manière cyclique entre des périodes froides et des périodes chaudes. Et les périodes froides étant plus longues que les périodes chaudes, on a appelé les périodes froides les périodes glaciaires et les périodes chaudes les périodes interglaciaires, car plus courtes. Il faut lire le schéma de la droite vers la gauche. Donc à gauche ici on est au présent. Vous voyez qu'on est actuellement dans une période chaude qui s'appelle l'Holocène. Et là, je ne parle absolument pas de l'impact de l'homme sur le climat pour le moment. Je parle uniquement de cycle naturel. Donc, première chose, le climat a toujours fluctué. Si je fais un zoom sur la période qui nous concerne, l'Holocène, alors cette fois-ci, il faut lire de gauche vers la droite. L'Holocène se caractérise par un réchauffement brutal des températures, qui a connu un premier pic et qui, depuis, diminue lentement, de manière plutôt régulière, avec des pics hauts et des pics bas. Là encore, je ne parle toujours pas de l'impact de l'homme. Pour l'instant, il est absent, on ne le voit pas apparaître, ou à peine tout à droite de la courbe de gauche. Donc, voyez même que la période interglaciaire dans laquelle on est, elle n'est pas forcément stable, elle diminue lentement, et en théorie, on va vers une nouvelle période glaciaire. En tout cas, c'est ce que révèlent les courbes. Alors, climato-sceptiques, réjouissez-vous, je vous donne du grain à moudre. Le réchauffement actuel, oui, peut être en partie, et en partie seulement, et de manière très réduite, comme on va le voir, mais peut être expliqué par l'activité solaire. L'activité solaire connaît également des cycles, elle fluctue, avec des pics et des bas, et actuellement, on est sur une activité solaire qui est assez intense, et qui est même presque 2 fois plus intense que ces pics qu'on connaît habituellement. Donc oui, l'activité solaire peut expliquer en partie le réchauffement climatique que nous connaissons à la surface du globe. Bon, maintenant c'est nous. J'aurais pu appeler ça le rôle de l'homme, mais je préfère parler de rôle d'Homo sapiens. Avec une petite digression sur notre plus grande prouesse à nous, Homo sapiens, c'est la destruction de la vie. Je sais que dans les médias, c'est le réchauffement climatique ou le changement climatique qui fait vraiment la une dès qu'on parle d'environnement. Donc ça, c'est une douzaine de courbes, mais il y en a aussi d'autres sur des indicateurs qui sont socio-économiques, donc indicateurs de développement, qui eux aussi montent en flèche et qui eux aussi vont traduire un impact important sur le système Terre. Donc la population totale, le PIB, l'investissement direct étranger, population urbaine, consommation d'énergie, construction de grands barrages, on peut même trouver construction de McDonald's, bref, tout ça, ça suit une tendance
avec une hausse exponentielle qui traduit l'entrée dans l'Anthropocène, donc cette ère géologique où l'homme devient une force géologique destructrice du climat et du vivant. Bon, je ne pouvais pas présenter sans faire un petit laïus sur l'effet de serre. Je me suis d'ailleurs rendu compte que sur mon cours d'environnement et société aux licences 1, pas une fois je vous présente l'effet de serre. Mea culpa. Donc l'effet de serre, c'est bien, hein, c'est ce qui nous permet d'avoir 15 degrés en moyenne sur Terre. S'il n'y a pas l'effet de serre, s'il n'y a pas d'atmosphère, on est à moins 18. D'accord ? Donc l'effet de serre, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui est là et qui nous permet de réguler le climat sur la surface terrestre. Donc l'effet de serre, normalement, il est à l'équilibre, c'est-à-dire que l'énergie qu'on reçoit sur Terre, on la renvoie en égale quantité, sauf que puisqu'on accentue le rejet de gaz à effet de serre, on va donc augmenter l'opacité, si je puis dire, de l'atmosphère, et donc on va emprisonner le rayonnement radiatif émis par la Terre. Et donc on va augmenter le climat de cette manière. Il n'y a pas que l'effet de serre qui va jouer sur le climat, il y a aussi d'autres processus, des processus de rétroaction, notamment la libération de méthane au niveau des pôles, qui va participer au réchauffement. Donc là, on rentre dans des cycles de rétroaction sur lesquels l'homme ne peut plus vraiment influencer. Et il y a également la fonte de l'albédo, donc des surfaces claires qui renvoient l'énergie solaire vers l'atmosphère. Donc quand les surfaces claires fondent, donc la glace et la neige fondent, vous avez le sol qui absorbe bien plus de chaleur, et donc on augmente également les températures ressenties au niveau du sol. Troisième partie, les chiffres. Là, je vais être encore plus succinct. Vous avez à l'écran les courbes de CO2 émises, de méthane émises et d'oxyde nitreux émises. Donc, on voit clairement qu'à partir du début du XXe siècle, on a ces chiffres qui montent de manière assez stratosphérique. Si on regarde un petit peu dans le détail, on a globalement le CO2 de la déforestation qui est en train de diminuer un petit peu. Par contre, tout le reste continue d'augmenter. Donc le CO2 émis par le charbon, mais il y a d'autres gaz à effet de serre, notamment bien sûr le méthane. Et je ne suis pas un chimiste, donc je ne sais pas les N2O, tout ça. CH4 c'est méthane, mais N2O, je ne sais plus ce que c'est. Et alors, si on regarde maintenant en termes d'origine des émissions, vous avez la production d'électricité. Donc, il faut regarder, c'est en pourcentage. Il faut regarder la première colonne qui est le monde ici. Donc, c'est la production d'électricité qui est très importante, suivie du transport, de l'industrie et de la construction. Ensuite, vient à égalité le secteur de l'énergie hors l'électricité, le résidentiel, donc le chauffage, et puis les autres secteurs, notamment le tertiaire, le textile, etc. Le réchauffement, ou plutôt changement climatique attendu est inégal sur Terre. On va avoir des zones qui vont se réchauffer plus que d'autres, notamment les pôles, dû justement à la disparition des glaces. Donc les pôles ne renvoient plus l'énergie solaire qu'elle renvoyait avant, et donc par rapport aux autres espaces sur la Terre, on est sur un réchauffement qui est plus important. Et pour finir, les prédictions du GIEC. Donc, je vous invite vraiment à aller voir un petit peu les publications du GIEC qui sont de la vulgarisation, en fait, une sorte de vulgarisation. C'est un condensé de travaux scientifiques, mais c'est à destination du public, à destination des médias. Ce n'est absolument pas lu par la sphère politique. Avec, premièrement, on peut voir qu'on a déjà gagné plus 1,25 degrés. Probablement par rapport aux émissions de 1900, à la température de 1900. Alors il faut faire attention sur combien on a gagné, parce que c'est combien on a gagné par rapport à quoi. Si je reprends cette courbe-là, en bas, on voit qu'on a une moyenne qui est faite. Sauf que comme on est en train d'augmenter la température, on tire cette moyenne vers le haut. Donc il faut faire attention aussi à ce genre de choses lorsqu'on parle du climat. Et donc plusieurs scénarios sont émis, les scénarios les plus catastrophiques qui font une augmentation de température à quasiment 6 degrés à l'origine 2100, à d'autres qui la contiennent sous les 2 degrés, qui est un objectif qui est censé être atteint par la COP 15.
et pour lequel on ne se dirige absolument pas vers cet objectif. Et puis une note encore de désespoir pour terminer. Je vous présente Ahmed Al-Jaber, qui est le PDG d'ADNOC et qui est le futur président de la COP28, qui aura lieu à Abu Dhabi. Donc président de la COP28, censé promouvoir la réduction des gaz à effet de serre, la réduction des températures. Et il est PDG d'ADNOC, qui est donc l'Abu Dhabi National Oil Company, principale compagnie pétrolière nationale des Émirats Arabes Unis, dotée de la 4e réserve pétrolière mondiale. Donc ce brave monsieur, il nous a dit l'autre jour qu'il fallait penser à réduire la température, le climat, mais sans toucher à l'économie. Voilà. Et si on est capable de faire un petit pas de côté, c'est quand même assez c'est rigolo, quoi. C'est marrant. Sinon, c'est très énervant. Voilà, j'ai fini. Merci de votre attention. Je sais pas. Ok, je sais pas, je vais peut-être prendre une chaise si jamais. Tu le remplaces. Donc, pour cette deuxième partie, oui, il faut que je m'habitue, je sais pas parler dans un micro, c'est une catastrophe. Pour cette deuxième partie, moi je vais aborder les conséquences sur l'environnement. C'est un vaste programme que aborder les conséquences sur l'environnement et ça me semble difficile à réaliser dans le temps de cette conférence. C'est pourquoi je vais insister particulièrement sur quelques éléments, à savoir, pour ceux qui me connaissent, et c'est un peu plus ma spécialité, les ressources en eau et la végétation. Alors bien sûr, je vais essayer de garder une vision un peu systémique et intégrer bien évidemment des conséquences socio-économiques. Alors comme il vient d'être précisé par mon collègue, bah oui, le changement climatique engendre une évolution des conditions climatiques sur le temps long, qui peut être finalement assez difficile à percevoir au quotidien. À l'inverse, les événements climatiques extrêmes, eux, tels que les vagues de chaleur, les fortes précipitations ou encore les sécheresses, eh bien, sont bien plus perceptibles et s'inscrivent généralement dans notre mémoire. Or, c'est un fait aujourd'hui démontré, le changement climatique est à l'origine d'une augmentation de la fréquence et de l'intensité de ces événements extrêmes. Et donc, si l'on prend par exemple les chiffres issus du dernier rapport du GIEC, eh bien, on voit que les vagues de chaleur, qui avaient une chance sur 10 de se produire chaque année pendant la période 1850-1900, ont dorénavant 2,8 chances sur 10 de se produire chaque année. Et c'est la même chose pour les fortes précipitations et les sécheresses qui sont déjà aujourd'hui plus fréquentes et plus intenses. Alors, devant ce constat, on va se poser une question, quelles conséquences sur les ressources en eau et sur la végétation? Donc, à l'échelle nationale, ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement climatique, il est à l'origine d'une modification de la disponibilité de l'eau. Il faut toutefois avoir à l'esprit qu'il existe une inégale répartition sur le territoire métropolitain. Ah oui, ça change pas. Pardon. Sur les territoires métropolitains. Et ces cartes qui vous montrent le cumul annuel des précipitations, comme ceci, et la moyenne annuelle, enfin le nombre de jours de précipitations, vous permet de l'observer. Alors, le changement climatique, il va dès lors accentuer ces inégalités. En effet, contrairement à l'augmentation des températures en France, qui est indéniable ces dernières décennies, l'évolution des précipitations est un phénomène qui est plus difficile à appréhender, plus complexe, dont on peut toutefois distinguer deux grandes tendances, qui sont d'ailleurs aussi valables à l'échelle européenne, à savoir l'augmentation du cumul annuel des précipitations plutôt dans la partie nord du territoire et une diminution dans la partie sud de cette dernière, avec et même au sein de ces grands éléments, de l'incertitude, c'est-à-dire des observations qui ne montrent pas d'évolution, ou du moins des évolutions qui ne sont pas significatives. Donc c'est ce que vous pouvez observer ici sur cette carte, où chaque point représente une station météorologique dans laquelle la couleur indique soit une augmentation, soit une diminution, soit une stabilité des précipitations. Et la taille des symboles indique la confiance que l'on peut accorder à ces tendances, la confiance que l'on peut accorder à ces données. Alors ces tendances observées, elles devraient se poursuivre dans le siècle à venir, comme vous pouvez le voir sur cette carte ici, sur cette carte ici, qui est issue d'un résultat de modélisation climatique et qui distingue bien trois grandes zones avec une part importante de la France qui devrait être soumise à une diminution des précipitations. Alors bien évidemment, ces tendances à l'échelle annuelle, elles dissimulent une
variabilité saisonnière plus complexe qui, de plus, s'accentue avec le changement climatique. Donc si l'on prend par exemple la zone méditerranéenne, eh bien on peut apercevoir d'une manière générale une diminution des précipitations en période estivale et une augmentation des précipitations en automne généralement. Et ces observations, finalement, elles révèlent deux éléments que j'ai déjà rapidement abordés en ce début de présentation, à savoir l'augmentation à la fois de la fréquence et de l'intensité des sécheresses et des fortes précipitations qui sont dans le climat méditerranéen principalement présentes en automne. Alors ces différentes tendances, elles vont avoir pour conséquence, elles vont avoir plutôt des conséquences sur les ressources en eau, en engendrant notamment une diminution du débit moyen, principalement des cours d'eau méditerranéens. C'est notamment le cas ici dans le sud de la France, où on observe une diminution entre les décennies 1960-1970 et la décennie 2010. Donc chaque triangle ici, ou chaque point, représente cette fois-ci une station hydrologique, et le triangle pointé vers le bas indique une diminution du débit des cours d'eau, une diminution qui est d'autant plus importante si la couleur est sombre. Alors ces diminutions des débits, ils vont s'accompagner de quoi? D'une diminution de la hauteur d'eau, mais aussi une augmentation de la température de l'eau. Ces tendances, elles devraient se poursuivre dans le siècle à venir. C'est ce que montre cette étude, donc l'étude Explore 2070, notamment menée par Météo France et d'autres organismes de recherche, qui indique que la très grande majorité des cours d'eau à l'échelle métropolitaine devraient voir leur débit diminuer de 10 à près de 60% pour certaines rivières. Et l'année 2022 en est un parfait exemple pour illustrer cette réduction des débits et cet assèchement des cours d'eau. Alors on a tous en tête les images du Verdon, de la Garonne, du Gard, de la Loire, avec peu d'eau cet été. La sécheresse 2022, il faut savoir, elle a duré de février à décembre 2022. Les premiers arrêtés de sécheresse en 2022 ont été déclarés dans les Alpes-Maritimes mi-février. C'est-à-dire des arrêtés de sécheresse qui vont limiter l'usage de l'eau qui vont limiter l'usage de l'eau, par exemple pour arroser la voiture, pour arroser la voiture, ça c'est beau ça, pour nettoyer la voiture ou pour des choses comme ça. Alors bien sûr, vous allez me le dire, et vous pouvez, une année, elle est représentative que d'elle-même, effectivement. Mais l'année 2022, ça reste un bon exemple de ce que pourrait être le futur. Alors sur cette carte-là, vous avez une comparaison entre le débit moyen du mois de juillet en 2022 et le débit moyen de ce même mois pour une période beaucoup plus longue, c'est plutôt une dizaine d'années. Vous avez des points qui représentent justement ces stations hydrométriques ou hydrologiques, et les couleurs représentent en dégradé de bleu les stations où le débit est proche, voire au-dessus de la normale, et en dégradé de jaune vers le rouge, les stations où le débit est soit inférieur, tout simplement inférieur à la normale. Bon, qu'est-ce que vous remarquez? Il n'y a pas beaucoup de bleu sur la carte. Il n'y a pas beaucoup de bleu et il y a même beaucoup de rouge. Beaucoup de rouge qui indique que le débit représente 20% ou moins du débit de la normale. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2022, pendant cette période estivale en France, on a eu beaucoup de cours d'eau asséchés. Alors ça, c'est une caractéristique des cours d'eau méditerranéens, mais on peut voir que vous avez ici en rouge une grande proportion de cours d'eau asséchés, et aussi des sols modérément à extrêmement secs sur une grande partie du territoire. Or, de ces ressources en eau dépendent de nombreuses activités. L'alimentation en eau potable, la production énergétique, les barrages, le refroidissement des centrales nucléaires, le tourisme, la navigation, l'irrigation pour l'agriculture et même plus généralement l'agriculture. Tout ça est dépendant de ces ressources en eau. Donc je dis plus généralement l'agriculture parce que par exemple, la vigne historiquement est une culture qui n'est pas irriguée, mais elle est dès lors fortement dépendante des sécheresses. Ce que vous pouvez regarder et observer sur cette carte ici, où vous avez justement les prélèvements d'eau pour ces grands éléments. Alors, bien évidemment, les prélèvements d'eau pour ces activités sont inégalement répartis sur le territoire. Et il est intéressant de constater à la confrontation de ces cartes que finalement, ce sont les zones où les plus grands prélèvements sont réalisés, sont les zones où les précipitations diminuent et devraient diminuer dans le cours du siècle, notamment avec la réduction de l'enneigement en montagne. Alors la raréfaction de la ressource confrontée à ces différents usages engendre des tensions
qui sont déjà apparus pendant cet été 2022. En effet, les faibles précipitations et l'utilisation des ressources par les différentes activités ont engendré une diminution importante à la fois du taux de remplissage des barrages, que vous pouvez observer ici, mais également des nappes phréatiques, où la couleur ici représente le taux de remplissage, le niveau de ces nappes phréatiques, avec, comme vous pouvez le voir pour le sud-est de la France, du orange ou du rouge qui indique niveau bas ou extrêmement bas. Ces niveaux de nappes phréatiques sont particulièrement préoccupants pour le sud-est de notre région, par exemple, parce que c'est sur cette ressource que reposent les différents usages de l'eau, et notamment l'alimentation en eau potable. Cette alimentation n'a d'ailleurs pas pu être assurée pour toutes les communes pendant l'été 2022. C'est-à-dire que vous avez eu en cette année des habitants qui ont dû être alimentés en eau potable par des camions qui leur distribuent des bouteilles d'eau. Et plus à l'ouest de notre région, c'est pas vraiment la même problématique. Car l'accès à l'eau va notamment être assuré par deux grands réservoirs, à savoir le lac de Serpenson et le lac de Sainte-Croix. Parce que, un petit point, il faut quand même rappeler que notre région, elle est historiquement touchée par les sécheresses. Les problèmes d'eau existent depuis toujours. Et donc, on a mis en place de nombreux aménagements sur le territoire pour justement amener l'eau des Alpes vers où? Vers les vallées agricoles, ou encore vers les villes du littoral. Mais aujourd'hui, tout ce système, il subit la réduction de l'enneigement, les sécheresses plus fréquentes et aussi l'augmentation de la pression sur les ressources en eau. Alors vous avez vu, j'imagine, ces photos cet été de la baisse du niveau du lac de Serpenson ou du lac du Serpenson, par exemple. C'était une baisse de près de 12 mètres cet été. Alors, cette baisse-là, vous pouvez l'observer ici, où vous avez des cartes, des images satellites, où la couleur sombre représente l'eau. Et vous pouvez voir ici ces images du 1er décembre 2021 et ces images du 1er décembre 2022. Donc des différences qui s'observent notamment ici et aussi sur le contour de ce lac-là. Alors, cet été, des mesures ont été prises. Limiter l'irrigation, limiter la production électrique. Alors vous allez me dire, mais moi je comprends pas trop, monsieur, parce que finalement, il y a de l'eau là. Ici, il y a de l'eau. Donc on peut encore puiser. S'il y a de l'eau, si on en a besoin, il y a encore de l'eau, puisons encore. En fait, ça, c'est une réflexion qui ne prend pas en compte deux choses. D'une part, c'est que vous ne pouvez pas prévoir les apports, donc vous êtes obligé de garder un stock d'eau. Et d'autre part, c'est que vous ne prenez pas en compte un autre usager de l'eau, si je puis dire, et qui est inscrit maintenant dans les textes réglementaires depuis 1992, à savoir le milieu. Autrement dit, les écosystèmes aquatiques et terrestres. Or, les écosystèmes aquatiques et terrestres, ils jouent un rôle important, justement, dans le maintien à la fois qualitatif et quantitatif de cette ressource en eau. Si vous puisez trop, vous engendrez des impacts sur ces écosystèmes-là. Ces écosystèmes-là rendent des services écosystémiques moindres, et donc l'eau est soit moins présente, soit de moins bonne qualité, et in fine, ça retombe sur les activités humaines et l'accès à leurs ressources en eau. Tout est systémique, tout est action et rétroaction. En effet, la réduction des débits, de la hauteur de l'eau et de la température de l'eau, ça a de nombreuses conséquences sur les écosystèmes aquatiques. La réduction du débit, si ça entraîne un assèchement des cours d'eau, ce qu'on appelle un assec, ça peut engendrer, par exemple, vous imaginez, la disparition du peuplement aquatique qui, s'il n'a pas la possibilité d'émigrer depuis une zone refuge, ne peut pas recoloniser le milieu. Si la réduction du débit n'entraîne pas l'assèchement des cours d'eau, ça peut engendrer une fragmentation des milieux, empêchant le déplacement des espèces, mais aussi engendrer donc un phénomène d'eutrophisation, c'est-à-dire de développement des algues et donc d'une réduction de l'oxygénation de l'eau, ayant des conséquences directes sur les espèces présentes, développement de maladies, voire mortalité. Et moins d'eau, c'est aussi moins de dilution des polluants. Donc, une toxicité plus importante pour les organismes qui vivent directement dans ces milieux-là. L'augmentation de la température va aussi agir sur le cycle de vie des espèces. Reproduction, croissance, fertilité, etc. dépendent de la température de l'eau. Donc l'augmentation de la température de l'eau va favoriser les espèces qui sont les plus adaptées aux eaux chaudes, et donc défavoriser les espèces qui sont adaptées aux eaux froides, ce qui va engendrer finalement des déplacements d'espèces, voire des extinctions, du moins à l'échelle locale.
Pour les écosystèmes terrestres, l'impact des sécheresses se matérialise par des signes de stress hydrique. Vous pouvez en observer ici, des défoliations, des jaunissements, et donc des dépérissements d'individus. Ces dépérissements, bien aidés par l'augmentation des températures, peuvent engendrer le développement de maladies, mais aussi la prolifération d'espèces invasives. Un exemple que vous connaissez peut-être si vous allez vous balader dans des pinèdes, c'est le développement de la chenille processionnaire, par exemple. L'augmentation des températures, qui est associée à la diminution des précipitations, peut aussi engendrer des modifications des processus biologiques, c'est-à-dire production de graines, dispersion, germination. Et tout ça, ça va entraîner certains processus, d'un côté d'extinction, on pourrait dire, et d'autre côté de colonisation, engendrant progressivement des déplacements d'espèces et des modifications de la composition en espèces des milieux naturels ou des forêts. Parce qu'il faut bien prendre en compte que l'impact du changement climatique sur la végétation à différentes échelles est à différentes échelles temporelles. Cela va d'abord modifier la phénologie, c'est-à-dire la floraison par exemple, puis la physiologie, tout ce qui est lié à la génétique, et enfin la répartition des espèces. Donc finalement, le changement climatique, il va avoir un ensemble d'impacts, directs ou indirects, temporaires ou permanents, qui vont conduire justement à ces modifications de la répartition, de la composition des assemblages spécifiques, jusqu'à finalement le fonctionnement et la structure des écosystèmes. Et tout ça, ça peut engendrer quoi? C'est ce qui est écrit finalement ici, dans les effets indirects à plus long terme, eh bien des extinctions locales ou globales. Alors en ce qui concerne le territoire métropolitain, eh bien, si on prend par exemple les espèces de poissons ou la flore plus généralement, l'Union internationale pour la conservation de la nature comptabilise 27 espèces disparues de métropole. Mais ces extinctions, locales ou globales, eh bien, elles ne sont toutefois pas directement attribuées au changement climatique. Elles vont être attribuées à d'autres facteurs. Ça peut être par exemple le changement d'utilisation des terres, la surexploitation des ressources, la pollution, etc. Le changement climatique n'est que l'un des facteurs, et tous ces facteurs se conjuguent pour mener à ça. C'est cet aspect systémique qu'il faut bien prendre en compte. Pourtant, ce qu'on peut voir, c'est que près de 15% de la flore et près de 38% des espèces de poissons sont aujourd'hui considérées comme menacées ou quasi menacées sur les territoires métropolitains. Mais à l'échelle mondiale, c'est tout autre chose. D'après ce qu'on appelle la liste rouge des espèces menacées, le dernier rapport de l'IPBES, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est globalement le GIEC de la biodiversité, eh bien, estime que dans le siècle prochain, près de 1 million d'espèces seraient menacées à la fois par le changement climatique et par les modifications d'utilisation des terres. Et finalement, si on y pense, il y a un autre facteur qui rentre aussi en compte là-dedans, et qui est à la jonction entre changement climatique et changement d'utilisation des terres. Eh bien, ce sont les incendies de forêt qui vont aussi avoir, les incendies même plus généralement, qui vont aussi avoir leur rôle à jouer, notamment sur la végétation. Parce que les dépérissements des individus végétaux, par l'augmentation de matières organiques inertes, branches, feuilles, etc. À venir, eh bien, amène finalement à une plus grande combustibilité du milieu. Et donc, vont favoriser les conditions propices aux feux de forêt. L'augmentation des températures, des périodes de sécheresse, l'assèchement des sols, l'assèchement de la végétation, engendrés par le changement climatique, sont autant de facteurs qui favorisent l'éclosion et la propagation des feux de forêt. Donc le rapport AR5 du GIEC, donc AR5 c'est 2014 si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, montre que le risque feu de forêt devrait s'amplifier dans la majeure partie de l'Europe, vous pouvez le voir entre la comparaison entre ces deux cartes, d'ici à la fin du siècle. Et le sud de la France, vous l'imaginez, ne devrait pas être épargné par ça. Les derniers travaux en date indiquent que les territoires qui sont soumis aux incendies de forêt devraient augmenter d'une manière importante avec une augmentation du nombre et de la surface brûlée par ces derniers. Alors je précise que je parle bien d'augmentation des conditions propices aux feux de forêt et pas d'augmentation du nombre des feux. Parce que je rappelle qu'une grande majorité, voire la quasi-totalité des feux de forêt sont issus des activités humaines, qu'elles soient accidentelles ou volontaires. Et que d'ailleurs, lors des dernières décennies, on a principalement observé plutôt une réduction du nombre de feux en raison de l'efficacité des politiques à la fois de prévention et de lutte.
Mais ces dispositifs aujourd'hui, eh bien, ils connaissent des limites. Ils connaissent des limites en raison de l'augmentation de ces conditions propices, mais aussi de la survenance d'incendies exceptionnels, hors normes par leur intensité, leur vitesse de propagation, la surface brûlée ou encore leur durée. Et ces derniers, ils ont particulièrement marqué la saison des incendies 2022. Celle-ci, elle a été marquée par la survenance de feux de forêt d'une ampleur et d'une extension spatiale inégalée. Vous pouvez observer sur ce graphique, ici, l'évolution de la somme annuelle des surfaces brûlées et du nombre total de feux entre 2008 et 2022. Et on remarque à travers l'histogramme rouge que finalement, les surfaces brûlées ont été les plus importantes jamais enregistrées en 2022. Alors, pourtant, il faut remarquer que le nombre de feux, lui, n'est pas supérieur au nombre de feux apparus que l'on a observé en 2019. Plus encore, même plus généralement, vous pouvez voir que globalement, il y a quand même une tendance qui se dessine depuis 2008. Vous avez ici les surfaces de 2008 à peu près 2016-2017, et puis depuis 2016, on peut voir quand même une forte hausse. Plus encore, et c'est une caractéristique des conséquences du changement climatique, c'est que de nombreux départements, peu ou pas habitués à des feux de forêt d'une certaine ampleur, ont été touchés. C'est ce que vous montre cette carte par exemple. La carte à droite, la plus à droite, celle-ci, vous montre le rapport entre la surface brûlée en 2022 et la moyenne des surfaces brûlées pour la période 2008-2021. Et dans certains départements, les surfaces brûlées ont été 30, 50 ou 300 fois supérieures à ce qui était observé sur cette pseudo-normale de 2008 à 2021. Et il faut bien considérer que tout ça, c'est pas décorrélé des ressources en eau, ça accentue la pression sur la ressource en eau. Parce qu'il va falloir faire des prélèvements pour éteindre ces incendies. Mais alors la disponibilité en eau pour les activités humaines ou les écosystèmes sera peut-être moindre, ce qui peut favoriser le stress hydrique de la végétation, donc les dépérissements, donc augmenter les conditions propices aux feux de forêt, et donc plus de feux de forêt, etc., etc. Encore une fois, il faut avoir une sorte de vision systémique des choses. D'autant plus que les incendies, alors vous l'imaginez, engendrent une très forte mortalité des arbres, proche de 100%, ce qui va affecter négativement quoi ? La séquestration du carbone. Or, la libération de ce carbone va venir accentuer, vous vous en doutez, le réchauffement climatique, donc l'apparition de conditions propices aux incendies, et ainsi de suite. Les incendies forment ainsi une boucle de rétroaction positive sur le changement climatique. Les incendies vont également favoriser l'érosion des sols, ce qui est d'autant plus important lorsque l'on aborde les fortes précipitations. Et celle-ci, c'est peut-être la moins bien travaillée, mais ça me permet de faire une transition vers les fortes précipitations. Donc j'ai précisé au début de ma présentation que le changement climatique, il est à l'origine de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des épisodes de pluie intense. Alors ces tendances, elles restent complexes à identifier. Alors vous pouvez observer ici Vous pouvez observer ici une rapide analyse qui montre une évolution du nombre d'occurrences des pluies supérieures à 200 mm en 24 heures. Et on voit bien une augmentation, que ce soit dans la région sud ou en région Occitanie. Mais le constat, il s'appuie avant tout sur un fait physique que j'ai répété aux étudiants qui m'ont élu en L1 cette année, c'est que l'augmentation des températures augmente la capacité de l'atmosphère à contenir de la vapeur d'eau. Or, plus l'air peut contenir de la vapeur d'eau, plus potentiellement il peut se libérer si des mécanismes de déclenchement des précipitations sont présents. Des mécanismes qui peuvent être par exemple des montagnes avec des ascendances orographiques qui engendrent des précipitations un peu plus importantes, comme c'est le cas parfois dans les épisodes méditerranéens ou les épisodes cévenols dans le sud-est de la France. C'est un point intéressant à préciser, ces épisodes-là, parce qu'ils interviennent généralement en automne, justement après ces périodes de sécheresse, quand les sols sont bien justement asséchés, et ils vont favoriser le ruissellement, les crues, et juste après, les inondations engendrant des dégâts matériels et humains importants. Alors pour illustrer cette partie-là, j'ai décidé de me prendre un exemple caractéristique du caractère destructeur que peuvent avoir ces événements, et c'est notamment celui de la catastrophe dans les Alpes-Maritimes. Donc un événement méditerranéen se déclenche le 2 octobre 2020 et engendre sur ce territoire des lames d'eau exceptionnelles, c'est-à-dire des cumuls de précipitations sur 24 heures atteignant, voire dépassant les 600 mm. Alors il faut se rendre compte, 600 mm c'est le cumul annuel à Avignon, à peu près. Donc là c'est en 24 heures, c'est pas en un an.
Donc des lambda vraiment exceptionnels, et outre ces valeurs records, c'est aussi l'extension spatiale des lambda importantes qui est intéressant à remarquer, parce que près de 40% du territoire a été touché par des précipitations supérieures à 200 mm en 24 heures. Alors les vallées les plus touchées, elles sont au nombre de 2. Vous avez ici la vallée de la Roya et ici la vallée de la Vésubie, les 2 principales vallées touchées. Les caractères exceptionnels de ces précipitations, ils peuvent s'observer au travers de ces graphiques. Ici, vous avez des graphiques, vous ne voyez pas grand-chose, j'en ai bien conscience, des graphiques qui vont de 1950 à 2020. La barre bleue représente le cumul maximal sur 24 heures durant toute l'année. Donc ça veut dire qu'ici, en 1950, il est tombé au plus fort de l'année en 24 heures, à peu près 50 mm. Et donc vous allez de 1950 à 2020 pour 2 stations, Tende et Saint-Martin-Vésubie, qui sont situées dans les vallées que je vous ai citées avant. Et vous pouvez voir que l'année 2020 présente un caractère exceptionnel par rapport à tout ce qui a été connu depuis 1950. C'est le cas également ici. Donc des précipitations très importantes, et qui dit précipitation importante dit réaction des cours d'eau. Sur ce graphique-là, vous pouvez voir la hauteur d'eau des différents cours d'eau présents dans cette zone d'étude. Vous êtes ici à 10 heures, les cours d'eau font entre quelques dizaines de centimètres et un peu moins d'1 mètre. À 14 heures, certains atteignent 6, 7 mètres. Donc il faut bien se rendre compte, ça veut dire que le cours d'eau qui est à peu près à la taille de l'estrade à 10 heures, il est plus haut que votre plafond à 14 heures. Donc une évolution très importante de la hauteur d'eau, et qui dit hauteur d'eau importante dit aussi débit important, et donc ces cours d'eau ils vont charrier des quantités très impressionnantes de matière, de blocs, qui vont déferler dans ces vallées et à engendrer, qui vont avoir plutôt un pouvoir destructeur assez important. Alors, pourquoi ça a déferlé sur ces vallées? Parce qu'il faut aussi prendre en compte la topographie. Vous avez ici un territoire avec des pentes très importantes, des sommets assez dénudés, donc un fort ruissellement. Donc tout est arrivé très vite au sein des vallées. Quelles conséquences? Une modification des paysages absolument frappante tout au long de la vallée. Vous avez ici un espace, une rivière, une répisylve, des maisons, des activités, des zones d'activité, des industries, etc. Et après, qu'est-ce que vous avez? Une plaine, 2 blocs et de galets. Donc une destruction totale des maisons, des terrains de sport en 24 heures, voire en moins de 24 heures, parce qu'en fait, ça a surgi beaucoup plus rapidement que ça. Il faut bien comprendre que le lit des rivières, parfois de quelques mètres, est passé justement à plus de 100 mètres. Conséquences drastiques sur ce territoire. Plus surprenant encore, des maisons, vous pouvez voir sur cette photo, situées initialement à 50 mètres du cours d'eau et 15 mètres plus en hauteur, se retrouvent dorénavant au bord du cours d'eau. Donc ces maisons ici, là, étaient situées à 50 mètres du cours d'eau et sont situées 15 mètres plus haut que ne l'était le cours d'eau à l'époque. Pourtant, elles ont quand même été touchées par ces crues au caractère exceptionnel. Donc, et il faut bien se rendre compte que ces crues exceptionnelles ont engendré la destruction de nombreux bâtiments que vous apercevez peut-être mal, mais tous les points rouges ou jaunes ici représentent les bâtiments ou les infrastructures endommagées ou détruites lors de cet événement. Là, je parle de bâtiments, mais vous imaginez bien que les routes, les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité, etc., tout a été endommagé par cet événement. Alors, si je reviens ici, vous vous en doutez, ces maisons-là, situées à, je le répète encore une fois, 50 mètres du cours d'eau et 15 mètres plus en hauteur, n'étaient pas présentes dans la zone rouge du plan de prévention du risque inondation. Parce qu'on ne pensait pas, on n'imaginait pas qu'elles pouvaient être touchées par ces crues-là. Et c'est ce qui est matérialisé ici, sur cette carte, donc le plan de prévention du risque inondation de Saint-Martin-Vésubie, où vous avez en rouge la zone rouge justement de ce plan de prévention, donc cette zone inondable, et les zones en jaune, ce sont les zones qui ont été touchées par cette crue exceptionnelle et qui dépassent de cette zone réglementaire. Alors, si on regarde les cartes, vous imaginez bien, le bilan est lourd. On a eu à peu près une vingtaine de morts dans cet événement, et puis surtout de nombreux, des populations déjà traumatisées, des déplacements, beaucoup de maisons, d'infrastructures complètement détruites, et puis des paysages
complètement transformée. Pour avoir discuté avec certains des habitants de cette vallée, ils ne reconnaissent pas leur vallée. Difficile de savoir où se situer, par exemple. Donc vraiment, des conséquences assez lourdes. Mais il ne faut pas oublier non plus les conséquences sur quoi ? Sur les écosystèmes aquatiques et terrestres. Avec notamment des disparitions. Alors, des disparitions qui peuvent être temporaires ou permanentes de certaines espèces aquatiques. Vous imaginez bien que les espèces aquatiques, elles n'ont pas résisté au bloc non plus, elles sont parties avec l'ensemble. Et des destructions de ripisylves, des destructions de nombreux arbres, une perte notable de la flore dans ces éléments-là. La reconstruction après un événement comme ça, le retour à la normale est long. Et d'ailleurs, n'est toujours pas fini 2 ans et demi après cet événement-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui reste exceptionnel. Les derniers calculs qui ont été faits sur la période de retour de cet événement-là est de plusieurs centaines d'années. Donc certaines estimations indiquent même presque 1000 ans. Donc une période de retour exceptionnelle, mais, et je vais conclure là-dessus parce que j'atteins les 30 minutes, en raison du changement climatique et d'un peu tout ce que je vous ai raconté, on sait que ces événements devraient voir leur fréquence augmenter. Donc si on passe d'une chance sur 200 tous les ans à une chance sur 100 tous les ans, et à une chance sur 50 tous les ans, qu'est-ce qu'on fait ? Il va falloir du coup repenser certaines choses. Est-ce qu'on va continuer à reconstruire ces vallées ? Est-ce qu'on va continuer à réhabiliter les routes pour accéder à ces vallées ? Est-ce qu'on va continuer à habiter ces territoires ? Est-ce que les assurances vont prendre à charge ces habitants encore ? Finalement, est-ce que ces territoires, finalement, il faudra peut-être repenser l'aménagement dans ces territoires dans le siècle à venir. Et donc je voudrais conclure là-dessus et pour faire la transition, au regard de tout ce qu'on a vu, de ces faits et de ces projections, on peut se poser la question, que faire si ce n'est atténuer nos émissions et essayer de s'adapter. Voilà, merci. Bon, c'est bon, vous m'entendez là ou pas ? Ouais. Je vais embrayer suite à mes 2 brillants collègues. Moi, je suis pas du tout spécialiste de ce dont je vais vous parler, donc ça sera des choses très très générales. On va essayer de parler un peu maintenant comme disait Mathieu en terminant, des capacités d'adaptation, mais même plus largement des capacités de réponse des territoires face à ces dynamiques de changement global et de changement climatique. Et la question qui est un peu, il y aurait 25 000 trucs à aborder, mais la question qui m'a semblé importante, parce que la plus générale peut-être, pour vous en plus, est celle de la place qu'on pourrait faire à l'aménagement pour traiter cette question. En d'autres termes, tout ce dont on vient de parler, qui sont des choses évidemment certaines et assurées par la science et complètement connues maintenant, comment on peut tenter d'agir dessus, que ça soit pour s'y adapter, que ça soit pour proposer un contre-modèle, que ça soit pour essayer de tempérer les effets de cette nouvelle situation. Comment on peut essayer d'agir sur cette situation via l'aménagement ? Donc ça pose un peu une question de fond qui est celle de la capacité d'action de l'aménagement et des marges de manœuvre dont dispose l'aménagement pour tenter de s'adapter ou d'atténuer ou de ralentir, voire parfois d'inverser éventuellement ces quelques évolutions dont on vous a parlé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte-là, très souvent, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte en lisant des choses ou en écoutant, on en entend pas mal parler à la radio, etc. On mobilise assez fréquemment les territoires. Alors j'ai mis des guillemets parce que c'est un peu un slogan, mais on mobilise souvent les territoires, le local, comme réponse à tout ce qui se poserait, comme réponse à toutes les questions qui se poseraient. Donc c'est pas nécessairement une réponse qui est bête, mais elle a une forme, si vous voulez, de systématicité ou un peu de caractère un peu magique que je voulais questionner. Et c'est bien cette question qui se pose, parce que quand on se demande quelle est la place de l'aménagement pour essayer de limiter ces effets du changement global, l'aménagement, il va jamais se faire à l'échelle continentale, il va se faire à une échelle locale. Donc se pose en gros la question de la crédibilité, de l'effectivité de l'action à l'échelle locale pour essayer de s'adapter ou de trouver des solutions à ce nouveau contexte. Donc, ça veut dire que il faut essayer d'aller au-delà d'un mouvement qui est un mouvement de fond, même si certains en critiquent l'efficacité, qui est le mouvement qu'on appelle de plus en plus dans les sciences sociales d'environnementalisation du droit. C'est-à-dire que le droit prend de plus en plus en compte des critères environnementaux dans toute une série de
de problèmes, hein, qui en étaient complètement exclus. Je parle de ma marchandise, mais ça marcherait pour tout. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on va progressivement quasiment sortir du marché de la location et à terme de la vente les logements qui sont des passoires énergétiques, d'accord, qui vont être définis comme passoires énergétiques au regard de critères environnementaux. Ça, c'était des choses qui n'étaient absolument pas envisagées sous l'angle de l'environnement il y a ne serait-ce qu'une quinzaine d'années, d'accord. Donc c'est ça qu'on appelle l'environnementalisation du droit, c'est que dans un nombre de plus en plus important de secteurs, on va intégrer des critères environnementaux éventuellement coercitifs. Donc au-delà de cette question de l'environnementalisation du droit, celle de convoquer les territoires à la rescousse, ça pose la question de l'organisation de l'espace, parce que si on estime qu'on peut jouer sur ces mécanismes qui sont des mécanismes climatiques ou des mécanismes liés au système Terre, si on estime qu'on peut y jouer via l'aménagement du territoire, c'est qu'on estime que la manière dont ils sont organisés dans l'espace joue elle-même un rôle dans cette histoire. Donc la question, c'est celle de dire, face à l'organisation de l'espace, est-ce qu'on peut trouver des leviers potentiellement, des marges de manœuvre via l'aménagement du territoire. Alors, c'est une question qui est vastissime, hein. Donc j'ai sélectionné trois pistes qui sont assez présentes dans les débats ces derniers temps. La première piste, c'est une piste que vous devez déjà commencer à connaître, qui est celle de la question de la forme urbaine. En d'autres termes, est-ce qu'en jouant sur la forme urbaine, on peut essayer d'atténuer ou de s'adapter à ces nouvelles conditions? La deuxième piste, c'est l'optimisation des consommations, quelle qu'elle soit, une consommation énergétique, mais toute forme de consommation des territoires. Et la troisième, c'est celle de la marchandisation de l'environnement. Donc ça, c'est trois grandes rubriques qui sont très fréquemment mobilisées pour essayer de faire en sorte d'avoir un aménagement qui pourrait pourrait être un levier, si vous voulez, sur l'atténuation ou la réponse à ces conditions changeantes. Donc ça va être un peu plan à tiroir, hein, mais on va tirer chacun de ces tiroirs à la queue leu et on reviendra ensuite en conclusion sur les grands enjeux qui leur sont transversaux. Donc la première, c'est la question des formes urbaines. Vous savez, enfin je ne sais pas, peut-être qu'en L1 vous ne savez pas encore, ce qu'on appelle forme urbaine, c'est un couplage entre la typologie des bâtiments et la densité en gros. D'accord ? Vous allez avoir des formes urbaines extrêmement denses dans des parties centre-ville, vous allez avoir des formes urbaines extrêmement larges dans du périurbain lointain par exemple. D'accord ? Donc c'est ça qu'on appelle la forme urbaine. Ce qui est important, c'est que cette forme urbaine, elle est depuis plusieurs décennies pour le coup, ça c'est un problème qui est assez ancien, elle est très régulièrement ciblée dans la littérature grise ou dans la littérature académique, puisqu'on a un étalement urbain, vous le savez, hein, qui est dû notamment à l'amélioration des moyens de transport, mais on a un étalement urbain qui va beaucoup plus vite que la musique. Qu'est-ce que j'appelle la musique ? Ça peut être soit l'évolution démographique, soit l'évolution économique. Si on restait à consommation d'usage du sol constante par tête de pipe ou par euro économiquement produit, on devrait avoir des courbes qui se superposent parfaitement. D'accord ? Si on restait dans cette relation constante, à chaque fois que tu gagnes un habitant, ben, tu gagnes l'équivalent de la consommation foncière que consommait un habitant dans le cas précédent. Or, ce qu'on voit, c'est qu'on a une déconnexion qui est très forte avec une surface artificialisée qui va croître beaucoup plus vite, hein, on est en base 100 ici, qui va croître beaucoup plus vite que les paramètres qui sont les paramètres qui pourraient la gouverner, d'accord, dont on estime qu'ils pourraient la gouverner, le PIB, la population, etc. Donc on a un très fort étalement urbain en France. Cet étalement urbain, il est en bonne partie fonction des dynamiques territoriales que vous connaissez toutes et toutes, hein, notamment, vous savez, on en a parlé rapidement en cours, cette idée de grand renversement spatial avec des populations qui, petit à petit, sur le moyen terme, pour aller vite, quittent la partie nord-est de la France qui était historiquement la plus attractive depuis 150 ans pour se diriger de plus en plus vers la partie sud-ouest de la France. Donc vous voyez que ça guide un peu la consommation foncière, l'artificialisation des sols. Vous le voyez ici sur la carte de gauche, les points rouges, ce sont les 5% des communes en France qui ont le plus artificialisé leur foncier. D'accord ? Donc on voit bien qu'il y a une forme de tropisme un peu vers les littoraux, vers la partie ouest, vers la partie sud. Mais il faut quand même, et on voit qu'à l'inverse, les communes qui n'ont pas artificialisé sont des communes qui sont majoritairement situées dans la partie nord-est et puis quelques communes de montagne. Cela dit, j'attire votre attention quand même sur le texte que vous avez à droite. Donc tout ça, c'est des choses qui sont tirées d'un rapport récent du CEREMA. Hein. Ce qui est intéressant de voir, c'est que
non seulement on a une déconnexion, comme le montrait le graphique précédent, entre la croissance démographique ou la croissance économique et l'artificialisation des sols, mais en plus, cette déconnexion est totale puisqu'on a des endroits qui perdent de la population et qui pourtant s'artificialisent. D'accord ? Donc même la réponse un peu standard, automatique qu'on pourrait vous faire, mais mon bon monsieur, c'est bien normal que j'urbanise parce que moi j'ai des nouveaux habitants et les nouveaux habitants, ils veulent leur maison avec leur petit jardin. Même cette réponse ne résiste pas à l'analyse parce que dans des endroits qui perdent des habitants, et où, donc théoriquement, on a des logements, on a déjà de la place, etc., on artificialise. Donc ça, c'est un peu le point de départ de la réflexion sur les formes urbaines. On a des formes urbaines qui, en gros, sont de moins en moins denses et de plus en plus étalées. Alors, face à ça, on va essayer de réagir. Pourquoi on va essayer de réagir? Parce que dans une optique un peu simple, on y reviendra, qui dit étalement urbain dit dépendance croissante aux mobilités et aux mobilités très largement carbonées. D'accord ? Vous connaissez les parts modales notamment de la bagnole en France. Selon les chiffres, ça dépend comment on calcule, sur quel segment, etc. Mais en gros, entre 71 et 80% des déplacements se font en voiture. Un peu plus si vous rajoutez les deux roues, etc. Donc on a des mobilités qui sont extrêmement carbonées. Donc le postulat de base qu'on a eu, ça a été de dire il faut compacifier la ville. Ça c'est un logiciel qu'on a depuis une vingtaine d'années maintenant. En France c'est la loi SRU que vous connaissez normalement, Solidarité Renouvellement Urbain, dont le credo est de réduire l'artificialisation des sols et encourager le recyclage, ce qu'on appelle le renouvellement urbain, le recyclage des quartiers déjà construits. Tu as une friche industrielle, tu as des emprises ferroviaires qui ne sont plus utilisées, tu dégages les rails, tu construis des logements dessus au lieu d'aller bouffer des terres agricoles en périphérie. D'accord ? Donc ça, c'est la position qu'on a depuis une vingtaine d'années. Ça nourrit toute une série de travaux qui sont des travaux qui vont chercher à densifier les tissus urbains existants. J'ai mis densifier dans toutes les directions parce qu'on va essayer de densifier, si vous voulez, sur un axe, sur un plan un peu horizontal, c'est-à-dire qu'on va essayer de combler des parcelles qui sont des parcelles qui de toute façon sont déjà artificialisées, en disant tant qu'à artificialiser, tant qu'à filer des maisons aux gens parce que les gens ils veulent des maisons, autant essayer de leur filer des maisons dans des interstices de tissus qui sont déjà urbanisés parce que comme ça on ne va pas aller bouffer de grandes unités foncières d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Vous avez un exemple typique de ça. C'est ce qu'on appelle le BIMBY, d'accord ? Vous connaissez sans doute l'expression NIMBY, Not in my backyard, qui est souvent utilisée pour qualifier les gens qui ont des réactions face à des projets d'aménagement qui se font autour de chez eux et qui jugent être négatifs, d'accord ? Je ne veux pas une station d'épuration à côté de chez moi ou je ne veux pas de HLM à côté de chez moi, c'est souvent conçu de la même manière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le NIMBY. Et le BIMBY, c'est pas du tout ça, c'est Build in my backyard. Donc tu vas aller construire dans ton jardin. C'est-à-dire que c'est des dynamiques qui sont celles que vous avez ici à gauche. Hein. Vous allez avoir un... Ah mais attends, Mathieu, ah ouais, pardon. Hop. C'est où le petit pointeur, c'est ça ? Ouais. Donc vous allez avoir des gens qui vont avoir une grande parcelle qui est... Non, c'est moi, il faudrait que je me lève. Vous allez avoir des gens qui vont avoir une grande parcelle qui est ce rectangle que vous avez ici, qui disposent déjà d'une maison dans la partie avant de la parcelle, et ils vont se dire, en fait, je vais couper ma parcelle en deux pour revendre une partie de cette parcelle pour permettre la construction d'un nouveau bâtiment sur cette parcelle. D'accord ? Donc ça fait souvent ce qu'on appelle des formes que vous voyez un peu ici, on appelle ça des parcelles en drapeau, parce que c'est comme si vous aviez le petit manche du drapeau pour avoir accès à la partie arrière de la parcelle, et la parcelle qui est effectivement construite, ça correspond à la bannière du drapeau. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de parcelle drapeau. Et donc cette idée du BIMBY, ça a été promu par une ANR. Une ANR, c'est un gros projet de recherche nationale, si vous voulez, qui a été mise en place dans plusieurs sites tests. Et vous avez beaucoup de communes qui ont monté des politiques un peu volontaristes comme ça de BIMBY. Là, vous avez l'exemple de Tremblay. Vous voyez, toutes les maisons qui sont en rose, c'est des maisons qui ont été construites en BIMBY. D'accord ? Donc ça, c'est un peu la première modalité de la densification. Je vous disais densifier dans toutes les directions, ça c'est un peu la densification à l'horizontale. La deuxième manière d'envisager la densification, c'est pas à l'horizontale, c'est à la verticale, pour faire vite. Vous avez un livre qui est sorti là il y a très récemment alors je la connais que depuis vendredi, c'est pour ça, je suis obligé de regarder son nom. Vous voyez que je vous tiens au courant de l'actualité de la recherche. Géraldine Boucher-Blancou, qui est une architecte qui a fait sa thèse sur la surélévation des bâtiments et qui travaille actuellement en collaboration avec UpFactor, qui est une start-up qui s'est lancée sur ce créneau. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en gros, depuis Cécile Duflot,
donc qui était feu la ministre de... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, hein, mais la transition écologique des territoires sous Hollande, on a fait sauter ce qu'on appelle le COS dans les documents d'urbanisme, d'accord, le coefficient d'occupation des sols. Le coefficient d'occupation des sols, c'est un instrument qu'on avait depuis très longtemps dans les documents d'urbanisme locaux. Pourquoi on appelle ça un coefficient? Parce que c'est un rapport entre la surface de la parcelle et la surface bâtie. D'accord, enfin habitable. Donc si vous avez une parcelle de 100 mètres carrés et que vous construisez, je ne sais pas moi, une maison qui fait 50 mètres carrés au sol et qui a un étage de plus, vous allez avoir 50 mètres carrés plus 50 mètres carrés, ça va vous faire 100 mètres carrés habitables. Sur une parcelle de 100 mètres carrés, vous aurez un COS de 1. D'accord. Si vous faites au contraire 4 étages, vous aurez 200 mètres carrés sur une surface de 100 mètres carrés, vous aurez un COS de 2. D'accord. À l'inverse, vous avez une grande parcelle de 1000 mètres carrés, vous construisez 100 mètres carrés habitables, vous avez un COS de 0,1. Okay. Donc, sous Duflot, ce COS, il a sauté. Pourquoi il a sauté? Parce qu'on disait, en fait, c'est un frein à la densification, parce que si tu introduis un COS, en fait, tu limites les possibilités de construire en zone dense, et donc tu réduis la possibilité de compacifier ta forme urbaine. Et donc c'est un peu sur ce créneau que s'est lancée cette start-up, là, dont vous avez la source en bas, qui travaille en collaboration avec l'architecte dont je vous ai parlé, qui s'appelle UpFactor. Eux, ils travaillent, si vous voulez, sur le potentiel de surélévation des bâtiments, en disant, au regard de ce qu'autorise le PLU, au regard des contraintes, par exemple, de visibilité, au regard des contraintes de protection de certains périmètres, parce qu'il ne faut pas cacher la vue sur tel ou tel truc, il ne faut pas avoir une ombre portée supérieure à, etc., etc. Voilà quels sont les potentiels de surélévation des bâtiments. D'accord ? Donc c'est ce que vous voyez ici en vert. C'est une spéciale dédicace à Esteban Bop, puisqu'on est à Strasbourg. Donc là, ça vous montre les endroits où on peut, je sais que ça te touche, c'est les endroits où on pourrait potentiellement densifier. Donc ça a été la solution un peu, qui a été conçue comme étant la solution potentiellement miracle, qui dans les faits marche pas très bien pour toute une série de raisons, on y reviendra en conclusion. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette solution potentielle de compacifier les formes urbaines, elle se fonde avant tout sur une courbe qui est célébrissime, que normalement vous connaissez toutes et tous maintenant, qui est la courbe de Newman et Kenworthy, qui est extrêmement célèbre, qui montre que vous avez une relation statistique très solide entre les niveaux de consommation énergétique par habitant et les niveaux de densité des villes. D'accord ? Avec une belle relation négative, plus vous êtes dans un endroit qui est dense, moins vous avez de consommation en énergie par habitant. Plus vous êtes dans un endroit qui est peu dense, plus vous avez de consommation d'énergie par habitant. D'accord ? Avec des modèles ultra opposés. À un extrême, on va dire Hong Kong, vous êtes dans des endroits qui sont densissimes avec de très faibles consommations d'énergie par habitant. À l'opposé, les grosses villes de gros beaufs du Texas, où vous avez des densités extrêmement faibles. Par contre, vous avez des niveaux de consommation énergétique qui sont absolument monstrueux. Bon. Cette courbe, elle est très connue, elle est éclairante, elle est intéressante. Je sais que je vous l'ai présenté en cours, mais pour l'instant, on n'en a vu que la première partie, parce qu'elle pose aussi des problèmes. Elle pose quoi comme problème? C'est qu'elle est construite sur un seul type de consommation énergétique, c'est la consommation énergétique liée au déplacement de type navette. D'accord? Donc la consommation quotidienne d'énergie pour aller entre l'endroit où on habite et l'endroit où on travaille. Donc évidemment que là, vous avez une relation qui est automatique. Si tu fais tous les jours 100 bornes en bagnole pour aller à ton travail, évidemment, tu consommes plus d'énergie par habitant qui va travailler que si tu y vas tous les jours à pied ou si tu y vas tous les jours en prenant le bus ou le métro. D'accord ? Donc, le problème, c'est que cette courbe, elle a tendance à taire les consommations d'énergie qui sont associées, et les surconsommations d'énergie, qui sont structurellement associées à des densités très fortes. Ça veut dire que certes, quand vous habitez dans un endroit qui est extrêmement dense, vous n'utilisez pas de bagnole, d'accord ? Moi, je vis intramuros, je suis un bobo, je viens à pied à la fac, j'ai un bilan énergétique domicile-travail qui est parfait, d'accord ? Je crame aucune énergie pour venir travailler. Sauf que, également, quand vous habitez en ville, c'est bien, vous avez de la densité, vous êtes vertueux, etc. Sauf que le week-end, vous en avez un peu ras le cul d'être au milieu des voitures, au milieu du bruit, au milieu du monde, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous allez partir ailleurs un peu pour vous aérer la tête. Et du coup, vous prenez votre moto, vous allez faire un tour de 300 bornes de moto, vous allez visiter le Mont Lozère, après vous remontez par l'Ardèche, etc., etc. Et bien en fait, en un tour que vous aurez fait le week-end, vous aurez cramé autant, voire plus d'énergie que ce que vous auriez cramé tous les jours en prenant votre voiture pour faire 20 km aller-retour en allant au travail.
D'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai mis cette petite opposition entre d'un côté la courbe de Newman et Kenworthy qui est extrêmement célèbre, qui est juste, hein, c'est juste qu'elle est limitée dans son domaine d'application, mais d'un point de vue technique, elle est juste, et un barbecue à droite, parce qu'on oppose souvent à cette course à la densité à tout prix ce qu'on appelle l'effet barbecue. L'effet barbecue, c'est quoi? C'est que, en fait, on s'est rendu compte que quand on a des personnes qui vivent dans des tissus de type pavillonnaire, ils vont avoir moins tendance à vouloir s'échapper de chez eux pour pratiquer des loisirs, parce qu'en fait, ils ont leur pavillon et c'est bien, ils ont les gosses qui jouent au ballon dans le jardin avec le labrador, et puis eux, ils mangent des saucisses au barbecue avec leurs voisins d'à côté. Et donc, au final, en fait, ils vont avoir des loisirs qui sont sympas, sans avoir besoin de prendre la bagnole et sans avoir besoin de consommer de l'énergie. Donc ça, c'est un des gros enjeux qu'il y a, et c'est de manière plus large, hein, l'enjeu de l'habitabilité de la ville compacte. Ça veut dire que c'est sûr que d'un certain point de vue, la ville compacte, elle est environnementalement désirable. En revanche, il faut être sûr qu'elle soit sociologiquement, etc., enfin même en termes de cadre de vie, vivable pour permettre de retenir ses habitants au moment où ils ne travaillent pas. Parce que si vous vivez à Paris de manière extrêmement vertueuse, sans cramer trop d'énergie, mais dès que vous avez un week-end, vous partez en avion à Marrakech, ben c'est foutu. D'accord ? Donc le but, c'est certes de compacifier des villes, mais d'avoir des villes qui soient vivables pour permettre à terme de retenir, sans qu'ils morflent trop, les habitants en faisant en sorte qu'ils ne crament pas d'énergie pour sortir de cet enfer urbain. D'accord ? Donc ça, c'est un gros problème. C'était la première solution ou la première forme d'adaptation envisageable face au changement global. La deuxième, je vous l'ai dit, c'est un objectif d'optimisation de consommation des flux, des territoires. Ça fait référence à un modèle, alors bon, j'aime pas trop ce qu'on appelle l'organicisme, c'est-à-dire faire comme si un construit social était un organisme vivant. Mais bon, passons, ça s'appelle le métabolisme urbain, par analogie avec le métabolisme des organismes vivants. D'accord ? Nous tous, en tant qu'organismes vivants, comme n'importe quel organisme vivant, on a des consommations qu'on va transformer et qu'on va rejeter en partie. D'accord ? On mange, on fait pipi, on fait caca. D'accord ? Eh bien, une ville, d'une certaine manière, c'est un peu pareil. Ça veut dire que vous pouvez très bien considérer un territoire, notamment une ville, c'est très visible dans les villes, comme étant une forme d'organisme, encore une fois, j'aime pas l'image, mais c'est la littérature qui insiste sur ça, comme étant une forme d'organisme qui va être nourri de certaines choses, des flux alimentaires, des flux d'énergie, des flux de matières premières, etc., etc., qui va en transformer certains. Je vais produire sur place, je vais manger l'alimentation que j'ai importée, etc., je vais transformer en calories des fluides énergétiques que j'ai importés, etc., etc., qui va en recycler certains, d'accord, je vais peut-être en composter un peu, je vais peut-être faire 2-3 trucs avec tous ces trucs que j'ai consommés, mais qui va aussi en rejeter beaucoup, sous forme de déchets, sous forme de gaz à effet de serre, sous forme de tout ce qu'on veut. D'accord ? Donc la deuxième piste qui est fréquemment envisagée en termes d'adaptation des territoires face au changement climatique, c'est d'essayer d'optimiser ce métabolisme urbain et de faire en sorte soit d'importer moins de trucs, soit d'en rejeter moins, soit de mieux les transformer sur place et de mieux les réutiliser. D'accord ? Vous voyez ici... Merde. Hop. Vous voyez ici, vous avez les flux entrants, vous avez ici les flux sortants, et là, vous avez une partie qui correspond à ce qui est recyclé, ce qui est réutilisé localement. Si vous comparez les chiffres, on ne voit pas très bien ici, vous regarderez sur le PowerPoint, ensuite on vous le fera suivre. Si vous regardez ces chiffres, vous verrez qu'ils sont ridicules par rapport au flux de matière entrant ou au flux de matière sortant. Donc l'idée, ça va être d'essayer d'améliorer, si vous voulez, ce bilan en essayant de consommer un peu moins et en essayant de consommer un peu mieux. Alors sur ça, vous avez un exemple qui est souvent brandi en France, qui est très connu, qui est le cas de Dunkerque. C'est très connu pour deux raisons, parce que d'une part, Dunkerque, c'est absolument emblématique de l'industrie qui génère du réchauffement climatique. D'accord ? Dunkerque, c'est 20%, hein, un cinquième, du total des émissions de GES par l'industrie en France. D'accord ? Donc c'est absolument hallucinant. C'est une commune extrêmement industrielle, avec énormément d'industries très très lourdes,
notamment des aciéries, mais aussi des industries qui vont faire du pneu, des industries qui vont faire des matériaux de construction, etc. C'est une zone qui est extrêmement industrielle. C'est une des grandes ZIP, hein, les zones industrialo-portuaires qui avaient été lancées en France dans les années 60. Et donc, elle est très représentative de cette industrie, qui est une industrie qu'il faut à tout prix réformer. Elle est aussi représentative d'un autre problème, c'est la France industrielle en déclin, en déprise, très pauvre. Vous avez un statut socio-économique de la population qui est extrêmement défavorisé, etc. Et elle est connue pour une troisième raison dans le petit monde de la géo et de l'aménagement, c'est que son maire, depuis quelques années, c'est Patrick Vergrit, qui est un docteur en géographie d'ailleurs, qui a fait une très belle thèse sur encore quelqu'un qui travaille sur l'immobilier, sur l'immobilier défiscalisé en France, et qui a été directeur d'agence d'urbanisme pendant longtemps, etc., qui est devenu maire. Et qui a lancé toute une série qu'a lancé ou renforcé, hein, certaines lui préexistaient, toute une série de politiques. Et parmi ces politiques, il y en a une qui a été lancée qu'on appelle l'écologie industrielle. Cette idée, elle est liée à celle de métabolisme urbain. Elle consiste à dire, à Dunkerque, on importe un max d'industrie, d'accord ? Vous avez des terminaux méthaniers, vous avez des centrales, il y a Gravelines qui est juste à côté, etc. Enfin, on génère ou on importe tout un tas d'énergie, on transforme énormément de produits, et cette transformation de produits, elle laisse partir, si vous voulez, elle laisse se gaspiller une masse monstrueuse d'énergie. Notamment parce que vous avez l'aciérie d'ArcelorMittal qui génère énormément de gaz à effet de serre et qui génère en fonctionnement énormément de ce qu'on appelle de chaleur fatale. Ce qu'on appelle la chaleur fatale, c'est la chaleur qui résulte du fonctionnement de l'opération de processus industriels. Et en fait, qu'est-ce que a mis en place Dunkerque, donc la communauté, je crois que c'est une communauté urbaine, qu'est-ce qu'ils ont mis en place ? Ils ont mis en place un réseau de réutilisation de cette chaleur, notamment de la chaleur fatale. Alors pas simplement, ils réutilisent aussi des sous-produits de l'industrie qui auraient été auparavant jetés comme des déchets, etc. Mais là, ce qu'on va regarder, c'est ce réseau de chaleur. Donc ils ont créé un réseau de chaleur urbaine qui va aller réutiliser la chaleur fatale qui est générée par l'aciérie. Ça va permettre de chauffer des bâtiments municipaux, les pistoches, les crèches, les écoles, les gymnases, des trucs comme ça. Mais ça va aussi permettre de chauffer des bâtiments, y compris des bâtiments résidentiels. D'accord ? Vous avez, je crois, 12 000. Vous avez 12 000 logements actuellement qui sont chauffés directement par cette chaleur fatale. Donc pour peanuts, hein, ça coûte que dalle. Et ça va monter à 16 000. Et ils sont même en train de mettre en place ce qu'ils appellent une autoroute de la chaleur, c'est-à-dire en fait des grands réseaux qui vont être des réseaux d'échelle beaucoup plus vastes que ce que vous voyez à l'écran. Là, j'ai zoomé sur le WebSig que vous pouvez récupérer sur leur site. Hein. Ça, c'est le réseau de chaleur urbain qui existe actuellement. Et en fait, ils vont créer un réseau de chaleur urbain qui va être de bien plus grande ampleur avec cette fameuse autoroute de la chaleur. Bon. Ça, vous voyez tout de suite le bon et le pas bon. D'accord ? De la même manière que face à Newman et Kenworthy, vous aviez l'effet barbecue. Ici, certes, vous avez une réutilisation qui est maligne, d'accord ? Tant qu'à produire plein de merde, autant les réutiliser pour qu'elles soient un peu moins merdiques. Donc ça, bon, c'est tout à fait légitime. Mais vous voyez aussi qu'on est dans un système qui est d'une part dépendant d'acteurs privés. Le jour où la série ferme, tout ça, ça marche plus. Et qui est aussi un système où, d'une certaine manière, la vertu environnementale dépend du vice environnemental. C'est-à-dire que si vous ne produisez pas de trucs qui sont mauvais, vous ne pouvez pas réutiliser ces trucs qui sont mauvais pour essayer d'être moins mauvais. D'accord ? Donc c'est un petit côté serpent qui se mord la queue, qui est un problème récurrent dans l'aménagement du territoire. L'exemple que je donne toujours aux étudiants, c'est le Conservatoire du littoral. Le Conservatoire du littoral en France, dont je critique absolument pas l'action, mais le Conservatoire je vois Mila qui a levé la tête. Je ne sais pas pour critiquer l'action du Conservatoire du littoral, évidemment, mais une bonne partie des financements, alors pas tout, mais une bonne partie des financements du Conservatoire du littoral dépend des taxes qui sont prélevées, en gros, dans les ports de plaisance. D'accord ? Lesquels ports de plaisance sont une aberration écologique. Donc, encore une fois, si vous faites de la merde quelque part, vous générez des sous pour essayer de vous prémunir contre d'éventuelles autres merdes futures. D'accord ? Donc ça a un peu ce problème, si vous voulez, qui est paradoxal, qui est de dire on va d'une certaine manière financer ou améliorer la situation en profitant de trucs qui sont pas bons. D'accord ? Alors, troisième solution pour pas trop traîner.
Troisième solution envisagée, la marchandisation de l'environnement. Je crois que c'est Mathieu qui a utilisé le terme de service écosystémique que vous devez connaître. C'est un terme qu'on utilise de plus en plus de manière anodine, qu'il n'est absolument pas en fait. L'idée de service écosystémique, c'est une idée qui émerge en gros, pour aller vite, à fin des années 90, début des années 2000, qui a été très fortement popularisée par toute une série de rapports. Un des rapports les plus, donc notamment des rapports de l'ONU, mais un des rapports qui est le plus révélateur de ça, c'est le rapport qu'on appelle souvent le rapport Stern. Donc c'est un banquier anglais, un économiste, qui est un rapport qui est sorti en 2006, qui est extrêmement célèbre parce que c'est le premier rapport sur le changement global qui soit écrit par un économiste. D'accord ? Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, c'est très révélateur de la manière dont on va essayer d'appréhender la régulation de ce changement global. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire en fait, pour essayer d'améliorer la situation et réduire les impacts, enfin réduire les causes et donc les impacts du changement global, il faut essayer d'agir à la source en générant un système d'incitation ou de sanctions financières. D'accord ? Donc on acte le fait que le système qui régit le monde est un système capitaliste, pour le dire très très vite, qui est gouverné par le profit, et donc on va essayer de jouer sur le profit pour faire en sorte que si tu fais quelque chose qui n'est pas bien écologiquement, tu vas avoir à payer plus, d'accord, avec toute la logique derrière de devoir payer, si vous voulez, ce qu'on appelle les externalités négatives. Je ne m'étends pas sur ça, c'est un peu compliqué. À l'inverse, si tu fais quelque chose qui est plutôt bon pour la planète ou qui a tendance à réduire ton bilan, etc., alors tu vas bénéficier d'un bonus économique. D'accord ? Et ça, c'est lié à la notion de service écosystémique. Un service écosystémique, c'est quoi ? C'est un service que vous rend gratos la nature, d'accord, pour le dire de manière extrêmement naïve. En d'autres termes, vous avez des exemples super connus, la pollinisation. Si vous enlevez les insectes pollinisateurs, vous allez produire vachement moins de fruits et légumes parce que la pollinisation qui va se faire sans les insectes, elle va être très réduite, d'accord. Il va falloir compter sur des mouvements des masses aériennes, etc. Bon, c'est pas facile. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez devoir polliniser vous à la main. Ça se fait dans certaines régions de Chine où vous n'avez plus d'insectes, d'accord. Donc, vous allez polliniser vous-même à la main. Et ce qu'on va appeler le service écosystémique, ça va être la valeur monétaire que va remplir gratuitement la nature. En d'autres termes, ce que vous fait gratuitement la nature via les insectes pollinisateurs, s'ils ne le font plus, alors il faut que tu payes tant de personnes au SMIC pour aller polliniser. Combien ça va te coûter ? Ça va te coûter tant, donc la nature vaut tant. D'accord ? Je vous le fais en très simplifié, mais l'idée du service écosystémique, c'est l'idée de valoriser monétairement des services qui sont rendus gratuitement par la nature. D'accord ? Donc c'est une position qui est complètement anthropocentrée, d'accord ? Qui est vraiment une vision utilitariste de la nature. Bon. Ça, c'est utilisé de 25 000 manières dans la gestion des territoires, mais vous avez une manière qui est importante actuellement en France depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle la séquence ERC, d'accord ? Qui compte beaucoup dans l'aménagement du territoire. ERC, éviter, réduire, compenser. Cette séquence ERC, elle part du principe que si tu te lances dans un projet d'aménagement, il faut essayer de l'éviter s'il a des impacts négatifs. Est-ce que tu as vraiment besoin de faire une troisième voie sur ce tronçon routier ? D'accord ? Est-ce que tu ne peux pas l'éviter ? Si on ne peut pas l'éviter, est-ce que tu peux essayer de le réduire ? Est-ce que tu peux utiliser des goudrons qui soient des goudrons un peu plus verts ou un peu moins marrons ? Est-ce que tu peux essayer de faire passer ce segment de route sur des endroits où il n'y a pas trop de biodiversité, etc., etc. Est-ce que tu peux réduire ? Et ensuite, si tu n'as pas réduit, ou si tu n'as pas assez réduit, il va falloir compenser ce que tu as fait. Et c'est là que ça devient rigolo. L'idée, enfin c'est dramatique en fait, mais c'est rigolo du point de vue intellectuel. L'idée de compensation, elle va passer, je vous le fais très simple, mais par une évaluation des services écosystémiques qui auront été détruits. On va dire, quand tu as fait cet aménagement, que tu n'as pas pu éviter, que tu n'as pas su assez réduire, tu as détruit l'équivalent de temps de services écosystémiques, que ça soit des services écosystémiques liés à la biodiversité, que ça soit des services écosystémiques liés à la pollinisation, à n'importe quoi, à tout ce qu'on veut. Tu as détruit, c'est super chiant ce que je dis en fait. Moi je pensais évangéliser des gens pour qu'ils fassent de la géographie économique, en fait je fais fuir les foules. Ben c'est à cause de vous si je mange des Kinder quand je rentre chez moi. Donc, en plus j'aime pas les Kinder, mais du saucisson et du roquefort. Donc, ce qui est important, c'est que
ce mécanisme de compensation, ça consiste à dire on va sommer tous les services écosystémiques qu'on a détruits et ensuite on va imposer à l'aménageur, en gros, qui aura détruit ces services écosystémiques, de les recréer ailleurs. Soit en améliorant des milieux qui sont des milieux détériorés, en augmentant la biodiversité de milieux qui vont être des milieux détériorés, en améliorant la qualité des sols, etc., etc. Soit en préservant de toute urbanisation, etc., d'autres portions d'espace. D'accord ? Je vous le fais très très simple. Pour fonctionner, évidemment, il faut avoir en face, quoi ? Il faut avoir des unités à réhabiliter qu'on puisse vendre aux personnes qui auront détruit certaines parties. T'as pété une partie de, je sais pas moi, de milieu méditerranéen en faisant une autoroute, il va falloir que tu compenses dans d'autres milieux européens, d'autres milieux méditerranéens. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vous ai mis ici un exemple qui est un exemple très connu, qui est le premier exemple. Vous n'allez pas pouvoir créer un milieu qui soit un milieu adapté à la truite fario et un milieu qui soit aussi adapté à l'outarde. D'accord ? Au bout d'un moment, les deux, ils ne vivent pas dans le même endroit et vous ne pouvez pas superposer ces endroits. Donc ça pose le gros problème de la compensation. Alors, pour essayer de conclure et de tomber sur notre question d'aménagement, comme je vous l'avais dit, on va prendre l'exemple de l'alimentation, qui va un peu réutiliser tout ce qu'on a vu. Vous avez ici un graphique qui est tiré de travaux d'une grande spécialiste du métabolisme urbain dont on parlait, qui s'appelle Sabine Barle, qui montre les distances, l'évolution de la distance moyenne d'approvisionnement pour l'énergie et pour l'alimentation à Paris. Au XIe siècle, vous avez une explosion de ces rayons d'approvisionnement. D'accord ? Si on regarde l'énergie, on passe à quasiment 4000 km, parce que de toute façon, on va aller cramer du gaz, du pétrole qui va venir du bassin méditerranéen, qui va venir de la péninsule arabe, etc., qui va venir du Gabon, qui va venir de Russie, qui va venir de Norvège. On va à plusieurs milliers de kilomètres s'approvisionner pour l'énergie. Pour la bouffe, deux manières de l'envisager. Soit finalement, c'est pas si pire que ça, parce que vous voyez, on va s'approvisionner à 700 km, et 700 km par rapport à 300 km, c'est pas un changement d'échelle monstrueux, d'accord ? On va aller chercher des bœufs dans le Charolais, voilà, c'est à 700 km au lieu d'aller chercher des moutons dans la Beauce, quand il y avait encore de l'élevage en Beauce. Bon, ça change pas grand-chose. Sauf qu'en fait, ça change complètement quand on tient compte de ce que mangent les bêtes qu'on importe pour les manger. Parce que certes, on va aller chercher, par exemple, de la viande bovine qui aura grandi, dans certaines parties de la Normandie, certaines parties de la Bretagne, ou du lait qui viendra de Normandie, de Bretagne, de Picardie. Sauf que les vaches qui seront là-bas, certes, elles mangent un peu d'herbe normande, picarde ou bretonne, mais elles mangent aussi du bon tourteau de soja qui vient d'Argentine, qui vient du Paraguay, qui vient du Brésil, etc. Donc on a en fait une explosion des distances, de manière indirecte, mais on a une explosion des distances d'approvisionnement de Paris. Donc vous voyez qu'on est en plein dans cette question du métabolisme urbain, et on va être aussi en plein dans une question d'aménagement. Parce que ce qui est rigolo, c'est que vous avez ici un article, alors je vous le conseille, c'est vraiment un article super, je vous ai mis là, c'est pas des géographes au début, mais c'est bien quand même, un article de Billin et compagnie, qui travaille sur des scénarios pour l'agriculture. Eux, ils partent d'un principe qui est, si on veut essayer de réduire l'empreinte carbone de l'alimentation, il y a en gros 3 pistes à suivre. La première, c'est manger moins, d'accord ? Parce qu'on pourrait quand même se contenter de quelques centaines de kilocalories en moins par jour, en tout cas en France, je ne vous parle pas dans d'autres pays. En France, on pourrait manger quelques centaines de kilocalories en moins, on aurait juste un peu moins de brioche et on s'en tiendrait pas plus mal. Deuxièmement, il faudrait manger plus local. Troisièmement, il faudrait manger moins de protéines animales, parce que les protéines animales, on l'a vu dans la diapo précédente, elles ont un impact environnemental qui est absolument monstrueux. Et donc lui, son idée, c'est de dire comment on peut essayer de gérer ces 3 scénarios en essayant d'avoir le meilleur système métabolique, c'est-à-dire en réduisant les intrants pour avoir moins d'intrants chimiques, d'accord, pour préserver la qualité des sols, la qualité des eaux, et en essayant du coup de réutiliser au mieux le métabolisme de l'agriculture elle-même, donc réutiliser notamment le mieux tout ce qui va être fumier, etc., d'accord, y compris le fumier humain, d'accord, parce qu'on est nous-mêmes des producteurs d'azote dont on a besoin pour enrichir les sols. Donc sur ça, il va partir d'un indicateur qui est un indicateur très intéressant, qui est la distribution de la densité de cheptel, d'accord, donc en d'autres termes, un indicateur qui va vous permettre d'approximer la spécialisation d'une région agricole dans l'élevage
ou la spécialisation d'une région agricole dans la production de végétal. D'accord ? Vous voyez, en Bretagne, vous êtes vachement spécialisé dans l'élevage, pareil en Normandie, pareil dans les Pays de la Loire, etc., pareil dans certaines parties du Massif central, et au contraire, quand vous êtes dans le bassin parisien, dans le bassin aquitain, vous êtes très fortement spécialisé dans la production végétale parce que vous faites du blé, du maïs, du tournesol et vous ne faites pas de la vache. D'accord ? Bon. Et donc lui, il va dire, si on veut améliorer tout ça, en jouant à la fois sur moins d'intrants, qu'est-ce qu'il va nous falloir ? Eh bien, il va falloir remplacer les intrants chimiques par le fumier des animaux. Mais si tu n'as pas de vache qui est juste à côté de toi, ben, tu ne peux pas réutiliser du fumier des vaches pour fumer les terres, donc tu es obligé de prendre des intrants. Ou alors il faut faire venir le fumier en camion et tu crames encore une fois des énergies fossiles. Donc il va falloir essayer d'avoir des systèmes d'agriculture qui soient des systèmes d'agriculture qui soient remixifiés. D'accord ? Historiquement, en France, on a eu une spécialisation de l'agriculture qui est assez récente, qui a été extrêmement poussée. Je vous ai conseillé à l'intersemestre, je ne sais pas si vous l'avez fait, de lire un livre qui est un livre magnifique qui s'appelle La Plaine de Gatien Elie, qui fait 115 pages, c'est pas compliqué, qui est sur l'agriculture dans la Beauce. Il montre l'agriculture actuelle dans la Beauce, qui est une agriculture ultra spécialisée dans la céréaliculture avec un max d'intrants capitalistiques, etc. Enfin, qui est une agriculture très très capitaliste et extrêmement spécialisée. Et il montre ce qu'était l'agriculture dans la même Beauce au 19e. Vous pouvez lire La Terre de Zola, hein, vous en entendrez parler. Dans la Beauce au 19e, vous avez des troupeaux de moutons. Dans la Beauce au 19e, vous avez des forêts. Maintenant, quand vous allez dans la Beauce, il n'y a plus un arbre, il n'y a plus un mouton, il n'y a plus une vache, il y a du blé, du blé, du blé, du blé. D'accord ? Parfois un peu d'orge et rien d'autre. Donc ce qui est important, ça va être d'essayer de mixer ces systèmes. Et donc ça implique des mutations territoriales. Quand Mathieu, tu disais, voilà, le changement global, il a des impacts paysagers. Il a des impacts paysagers en termes de crise et en termes d'impact environnemental, mais il devrait aussi avoir des impacts paysagers en termes d'aménagement de l'espace. D'accord ? En d'autres termes, il faudrait aller vers un système qui est le système du scénario qu'il appelle autonome, où on a un système où on va très fortement rééquilibrer la production animale et la production végétale pour essayer d'améliorer le bilan métabolique de l'agriculture, ce qui irait complètement à l'inverse de ce que vous avez dans la carte du milieu, c'est-à-dire un système qui serait complètement dichotomique entre des régions qui feraient de l'élevage pur jus et des régions qui feraient, pour aller vite, de la céréaliculture pur jus. Alors, si je conclus enfin, quelle place pour l'aménagement ? Cette question de l'aménagement, elle vient après une deuxième question, qui est aussi une question de géographie, qui est celle qu'il faut absolument constater, et c'est centralissime, le rôle de la géographie et le rôle de la mondialisation. Tout ce dont on a parlé là, les émissions de gaz à effet de serre, quoi que ce soit, on ne peut pas les comprendre sans le processus, en gros, de disjonction spatiale qui est propre à la mondialisation. D'accord ? Et d'hyperspécialisation, comme ce que je vous ai montré ici pour l'agriculture en France, d'hyperspécialisation des espaces productifs à l'échelle du globe. D'accord ? Quasiment tout ce qu'on consomme, tout ce qui va être artefact qu'on consomme, c'est des trucs qui viennent d'Asie. D'accord ? Toutes nos fringues, tous les ordis, tous les téléphones, l'immense majorité de ce qu'on consomme, c'est des trucs qui viennent d'Asie. Donc on a bien une hyperspécialisation des territoires à l'échelle du globe. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est l'économique et ses conditions juridiques de la mondialisation. Il y a plein de trucs que vous n'allez pas pouvoir faire ou que vous allez avoir du mal à faire localement parce que ça va être équivalent. D'accord ? Donc se pose la question de capacité d'action à l'échelle globale pour pouvoir prendre des décisions qui soient justement les décisions à l'échelle de ce système mondial qui est un système contraignant. D'accord ? Ça, c'est le premier problème. Comment on fait pour prendre des décisions qui soient des décisions d'échelle qui correspondent aux problèmes qu'on veut traiter ? C'est ce qu'on a vu avec les L1 il n'y a pas longtemps. Hein. Le problème de l'émiettement communal en France, c'est qu'on a des communes qui sont vachement petites par rapport aux aires d'attraction des villes. Donc on a des périmètres administratifs qui ne correspondent pas aux périmètres fonctionnels. D'une certaine manière, c'est un peu la même chose ici. Il nous faudrait un périmètre politique global qui corresponde au périmètre du problème à traiter, qui est le changement global. D'accord ? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est le rapport entre des approches technophiles et des approches plus radicales. En d'autres termes, est-ce qu'on peut se contenter d'une approche technophile qui dise « bon ben voilà, on fait de la merde, mais on va essayer de faire en sorte que cette merde, elle sente un peu moins mauvais. Grâce à la technologie, je vais améliorer 2-3 petits trucs, ça sera un tout petit peu mieux. » D'accord ? Donc là, on va faire confiance à la technique, à la technologie, et d'une certaine manière, on va faire confiance au système économique actuel pour essayer de faire perdurer, vaille que vaille, le système tel qu'il est actuellement sans qu'il y ait trop de dégâts supplémentaires. Ou alors, est-ce qu'il faut adopter des démarches qui soient des démarches plus radicales, quitte à dire, bah, en fait, le système
actuel, il est pourri, ça sert à rien d'essayer de le modifier. Le modifier, ça consiste juste à ralentir les trucs. Est-ce qu'il faut tout foutre par terre et essayer de proposer autre chose? D'accord? Donc ça, c'est une question qui est une question extrêmement profonde et qui renvoie d'une certaine manière à la question du rapport entre les intérêts privés et les intérêts généraux. Pour info, je vous ai mis deux petits chiffres qui sont super connus. Désolé pour les L2, j'avais dû vous le dire l'année dernière. Mais selon HID, vous avez quand même ce chiffre, il est quand même particulièrement joli. 90 entreprises qui sont responsables de quasiment les 2/3 des émissions totales de gaz à effet de serre depuis le milieu du XVIIIe siècle en France. Avec 90 entreprises, vous faites les 2/3 de 250 ans d'émissions de gaz à effet de serre. D'accord? Donc c'est absolument monstrueux. Derrière les entreprises, il y a des actionnaires. D'autre part, autre chiffre super connu, vous savez que les 10% les plus riches de la planète, ils émettent 52% des gaz à effet de serre, et le pourcent le plus riche de la planète, le centile le plus riche de la planète, il émet 15% des gaz à effet de serre. Donc derrière tout ça, on a présenté, nous, des questions urbanistiques, d'éventuelles solutions urbanistiques. Me faites absolument pas dire ce que j'ai pas dit. La compacification urbaine, c'est sûrement bien. L'optimisation des métabolismes urbains, c'est sûrement bien. Essayer de faire en sorte de faire payer les gens qui bouffent des espaces agricoles, des espaces naturels, c'est sans doute bien, mais c'est complètement illusoire de penser que c'est quelque chose qui pourrait s'autosuffire. D'accord ? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et sur lequel je voudrais insister. Travailler, à mon avis, sur l'environnement, quand on va travailler au XXIe siècle, c'est faire de la politique. D'accord ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas concevoir l'environnement comme on le concevait quand moi encore j'étais étudiant, où il y en avait qui faisaient de la géophysie, ce qui leur plaisait c'était les cailloux et les rivières, et il y en avait d'autres qui faisaient de la géo humaine et ce qui leur plaisait c'était des trucs qui étaient humains. Ce qui est absolument important, et c'est vraiment fondamental, c'est qu'on change d'époque au sens dur du terme, on sort d'une époque moderne qui, en termes d'histoire de la pensée, était une époque qui séparait ce qui relevait du physico-chimique et ce qui relevait du social, du culturel, de l'humain. Tout ce qui relevait du social, c'était un autre ordre que ce qui relevait de la nature, d'accord ? Descartes, se rendre maître et possesseur de la nature. Vous avez un objet sur lequel s'appliquent les sociétés humaines. Là, on est rentré dans un effet boomerang, qui est un effet boomerang qui fait qu'on ne peut absolument pas penser ce qui relève du social sans l'environnement, et on ne peut absolument pas penser ce qui relève de l'environnement sans ce qui relève du social. Et ce qui est social, c'est du politique au sens large du terme. Donc c'est pas du tout, moi je voudrais pas que vous sortiez de là avec un peu la mine déconfite en se disant « Oh putain, tout va mal, il n'y a rien à faire ». Non, derrière, il y a des vraies questions politiques. Et quand je dis politique, c'est pas nécessairement Europe Écologie Les Verts, d'accord ? C'est pas politique dans ce sens-là, même si ça compte aussi. C'est pas nécessairement politique au sens parti politique. Par contre, c'est bien vous rendre compte que derrière, c'est pas des pures questions de physique ou des pures questions de chimie, c'est des questions de régulation des rapports entre les gens, des questions de régulation des inégalités socio-territoriales, des questions de régulation des rapports entre des pays riches et des pays pauvres, etc. D'accord ? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamentalissime à mon avis. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation très complète et très intéressante. On va peut-être passer à une phase plus interactive, le temps de questions. Donc, si vous avez des questions ou besoin peut-être plus d'explications sur des points qui ont été abordés, qui n'ont pas été compris, allez-y, c'est le moment. Vous levez la main et je vous passerai le micro. Je sais pas si vous avez des questions. Pas de questions? Ah si. Sur la précédente diapo, est-ce que les 15% sont compris dans les 52% sur les plus riches? Oui. Donc c'est 52% des... Les 10% les plus riches émettent 52% des gaz à effet de serre. Et le pourcent le plus riche, il en émet 15%. Mais le pourcent le plus riche, il est dans les 10% les plus riches. Ok, très bien, merci. 15%, c'est un sixième. Hein. Donc le rapport, c'est 1 centième produit 1 sixième. Alors, les connards à la Benzema qui se filment pendant leurs vacances en train de rouler en Lamborghini à Miami, quoi. Alors j'avais une question sur la dernière partie de votre intervention. Quand vous parlez de globalisation de la politique, puisque effectivement c'est un problème global, comment faire en sorte justement de concilier les libertés des gens en fait, qui dépendent des territoires, la vie des gens qui dépendent des territoires, en globalisant de manière générale,
enfin, personnellement, je suis assez partisan plutôt d'une délocalisation. Enfin, j'aimerais un peu avoir votre avis sur ça pour bien concilier l'avis des gens sur les territoires et les enjeux auxquels ils sont confrontés. J'ai pas compris votre truc sur la délocalisation là. Ou j'ai mal entendu, mais. En fait, pas la délocalisation. Le mot me revient pas, mais quand on gouverne à l'échelle locale, là. La décentralisation. La décentralisation. Ouais. Merci. Ouais. Alors la décentralisation, c'est à l'échelle des États eux-mêmes, hein, d'accord. Donc là, la question, c'est pas simple. C'est, à mon avis, ça va même au-delà du rapport. Territoires locaux, je sais pas, Grand Avignon ou Avignon par exemple, par rapport aux États, en l'occurrence la France, ça va au-delà de ça. À mon avis, c'est la question du lien entre les États. D'accord ? Quand Esteban termine sa présentation avec le guignol des Émirats Arabes Unis, bah, c'est ça. C'est comment on fait pour essayer de concilier des États qui ont des positions qui sont extrêmement différentes, des États qui vont complètement dépendre, par exemple, de l'exportation d'énergie fossile. Et ça pose en effet la question de la démocratie. De la démocratie à l'échelle globale et savoir comment on peut la construire, sachant que la grande majorité des pays dans le monde ne sont pas des pays démocratiques. Les solutions actuelles, il y en a deux, quoi. Soit c'est des majorités, alors plus ou moins simples ou plus ou moins qualifiées, d'accord. Il faut essayer d'arriver à tant de pourcents comme ça de pays qui sont d'accord, et puis ceux qui ne sont pas d'accord, et bien tant pis, ils se plient à la règle commune. Soit la deuxième solution qui existe, c'est des règles de type unanimité, veto, comme au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour l'instant, c'est les deux seuls dont on dispose. C'est pour ça que ça pose un problème, parce que les solutions actuelles, qui n'en sont pas à mon avis, hein, mais qu'on a pu mettre en œuvre, c'est des solutions qui sont des solutions qui résultent de traités internationaux qui n'engage pas tous les pays du monde, qui en engage une bonne partie, mais pas tous les pays du monde. L'exemple typique, c'est le marché du carbone. Le marché du carbone, c'est un exemple typique de marchandisation de la nature dont on parlait. On va créer un marché qui va être un marché, en gros, des pénalités qu'on va infliger aux entreprises ou aux pays qui dégagent du carbone. Et le problème, c'est que ça fonctionne, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est effectif, et on arrive à des résultats, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord avec eux, hein, c'est des résultats qui globalement sont très mauvais, hein, mais on arrive à des résultats parce que c'est du contractuel. Il y a un pays qui a signé avec un autre pays, tout le monde est d'accord. Et le problème, c'est quelle marge on laisse, quelle place relative on laisse à ce qui relève du contractuel, du commercial, donc de l'incitatif. Au final, vous pouvez très bien dire, bon ben moi je continue à faire ça, je payerai un peu plus, c'est pas grave, parce que j'ai pas d'autre solution, etc., à ce qui relève du pur coercitif, qu'on appelle en anglais le command and control. D'accord ? On dit souvent qu'il y a deux positions, soit il y a des positions économiques incitatives, soit il y a des positions coercitives, command and control. Et là, on a un exemple, alors c'est très difficile parce qu'il faut que tout le monde se mette d'accord, mais le dernier grand exemple du truc environnemental qui est marché, c'était du command and control. C'est le protocole ou processus, je ne sais plus comment ça s'appelle, de Montréal, pour l'interdiction des gaz qui généraient le trou de la couche d'ozone, donc je ne sais plus comment ils s'appellent ces gaz, GFC, un truc comme ça. PFC, ouais. Donc les gaz PFC, voilà. Ça a été une position qui a été une position ferme, on a dit, interdit. Mais c'est extrêmement difficile à mettre en place. Et surtout, ça c'était quelque chose qui est important, hein, mais qui était sur un truc qui était ponctuel. Dès qu'on va toucher à quelque chose qui est relatif à des énergies, en fait on trouve, c'est ce que disaient les collègues, hein, on met le doigt dans des trucs qui sont complètement systémiques, on touche à l'énergie, on touche tout en fait. D'accord ? Il n'y a absolument rien qui soit envisageable sans l'énergie. Donc ça c'est un défi et pour l'instant il n'y a pas les solutions. C'est pour ça que vous avez des personnes qui disent, bon ben voilà, il faut passer par des solutions, ça se développe de plus en plus, hein, y compris des scientifiques, il faut passer par des positions violentes, quoi. Par des positions de confrontation pour essayer d'imposer. L'autre solution, c'est est-ce qu'il faut essayer de faire démarrer un truc avec un petit groupe de pays qui seraient plus volontaires que d'autres. Le problème, c'est toujours pareil, hein, vous allez croire que je transforme la conférence en croisade anticapitaliste, mais le problème, c'est la concurrence ensuite. Vous pouvez très bien avoir des pays qui se disent, bon, allez, on se met d'accord sur ça pour essayer de réduire tel ou tel truc. Si les autres, ils ne le font pas,
eh ben, potentiellement, ça fait un moyen de pression sur ceux qui ont voulu améliorer la situation et qui ont moins de marge d'action. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup de solutions, quoi. Soit on a des pays qui essayent d'être pionniers et d'embrigader les autres dans la danse, soit on ne sait pas comment faire. Ça, je suis désolé, mais... Pas d'autres questions? Non, c'est bon. De toute façon, après, quand on va passer au goûter, je sais pas si vous restez peut-être après. Oui, voilà. Si vous avez encore des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à voir les intervenants. N'hésitez pas à voir les intervenants après. Non. Du coup, je vais conclure. Donc, merci beaucoup, messieurs, pour votre présentation et merci pour votre travail. Ça a été un plaisir de collaborer avec vous pour ce projet. Je voulais aussi remercier, il est parti, mais le doyen de notre UFR, monsieur Richaud et monsieur Regimi, pour nous avoir accompagnés et aidés lors de cette conférence. Je voulais aussi remercier tous les membres de l'association, sans qui cette conférence n'aurait pas eu lieu. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'on est en phase de recrutement. Donc, si l'association vous plaît, n'hésitez pas à venir me voir ou voir les membres de l'association, ou sinon nous envoyer un message sur notre Insta, banque-du-bas géo. Et puis voilà, merci de votre attention, merci à vous et bonne journée.